à tous et à toutes. Alors nous, on a proposé cette table ronde centrée sur les questions d'éthique, de déontologie, de code, parce qu'il apparaîtrait que la déontologie serait peut-être ce qui nous réunirait le plus, le fameux plus petit dénominateur commun dans la pluralité de nos cadres théoriques et la diversité de nos pratiques. Les fameuses phrases « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable », sa reconnaissance fonde l'action du psychologue auquel tout le monde souscrit, bien évidemment. Un consensus, la déontologie? Oui, bien sûr. Et puis, peut-être pas forcément. La déontologie des psychologues ne va pas forcément de soi. Nous en sommes à la 3e édition du Code de déontologie de 1996 et les débats qui ont été présentés le 5 juin dernier ont été parfois houleux pour celles et ceux qui y ont participé. La grande nouveauté du code, enfin une des grandes nouveautés du code étant l'ajout d'écriture inclusive, de manière non parfaite d'ailleurs, et quelques coquilles, ce dont à titre personnel je me réjouis particulièrement, pas des coquilles, hein, mais de l'intégration de l'ajout de l'écriture inclusive, la profession étant à 85% féminine. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a fait un effort pour que cette table ronde, que la parité soit présente. Donc, un consensus difficile à obtenir, mais un consensus malgré tout, puisque le code de 2021, cette version de 2021, a été signé par 21 organisations de psychologues. Mais, oui, parce qu'il y a un mais le code de déontologie des psychologues n'a pas de valeur légale. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, que moi je lis et que j'entends très régulièrement, cette phrase, sans cesse, comme si c'était un argument suffisant et définitif pour avoir le droit de ne pas respecter le code, et en quoi sa non-valeur légale ou réglementaire viendrait amoindrir sa légitimité et son importance. Pourquoi un tel engouement pour la loi? La possibilité d'une sanction? Pourquoi est-ce que certains et certaines réclament-ils parfois à cordes et à cris des instances, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui viendraient nous menacer et potentiellement nous punir? J'entends et je lis aussi régulièrement qu'exercent pléthore de psychologues déconnantes, qu'il faudrait leur retirer le titre ou la possibilité de pouvoir exercer. Et là aussi, moi, c'est une question que je me pose. D'où vient ce fantasme de purge, de pouvoir appartenir à une profession qui serait pure, exempte de défauts et à la pratique irréprochable? Alors, les psychanalystes qui sont suffisamment nombreux aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient des pistes de réflexion par rapport ou d'interprétation pour pouvoir répondre à mes questionnements. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Et si le code de déontologie n'a pas de valeur légale, n'est-il alors qu'un gadget marketing destiné à nous rassurer quant à notre valeur morale? Alors, moi, personnellement, oui, je suis persuadée, au-delà de ces propos un peu provocateurs, que le code de déontologie a un intérêt et je me suis même engagée pendant 4 ans bénévolement au sein de la CNCDP, donc la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues, au sein de laquelle j'ai siégé pendant 4 ans. J'ai appris énormément de choses. J'ai notamment appris que les parents, dans un contexte de séparation conflictuelle, semblaient apprécier les consultations des psychologues en libéral, ou encore que rédiger des attestations était un art délicat. Je me suis aussi posé des questions qui, jamais auparavant, ne m'avaient effleuré l'esprit. Est-ce qu'un psychologue, par exemple, qui dit d'un de ses collègues qu'il a un fonctionnement hystérique ou obsessionnel, conviendrait à l'article 9 du Code de déontologie concernant le consentement libre et éclairé de la personne? Est-ce qu'un psychologue peut écrire dans une attestation au sujet d'un père jamais rencontré que ce dernier est un, je cite, pervers narcissique dangereux pour ses enfants? Est-il normal qu'un psychologue adresse des SMS à un ancien patient, une ancienne patiente, lui demandant d'avoir une relation amicale? Un psychologue peut-il accepter d'effectuer le suivi psychologique d'un mineur en demande si l'un de ses parents, voire les deux, s'y oppose? Est-ce qu'un psychologue qui expose un cas clinique sur les réseaux sociaux afin de solliciter les conseils de collègues contrevient à l'article 7 concernant le secret professionnel? On a des réponses éventuellement à ça, etc., etc. Alors oui, le code de déontologie me semble nécessaire sans pour autant être une fin en soi. Il permet une base de réflexion éthique, une boussole, pour reprendre l'expression d'Alain Létuvier, car en effet, comme le dit le code, la complexité
des situations cliniques s'oppose à l'application automatique de règles. Je vais passer la parole à Alain. Très simplement que, bien sûr, il y a la recherche de consensus et la recherche de plateformes auxquelles on puisse tous adhérer, mais que cette table ronde, c'est aussi l'occasion justement de pouvoir faire l'épreuve véritablement de notre polysémie. Le fait que nous ne tenons pas tous le même discours, qu'on a des positions différentes, et que c'est précisément ces différences qui peuvent aussi nous rassembler. C'est quelque chose qu'on a dit à d'autres propos, qu'on peut redire aussi. C'est-à-dire que là, c'est la possibilité de se saisir d'une question à laquelle, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on ne peut pas l'éviter. Il faut bien qu'on s'en saisisse d'une manière ou d'une autre, sans saisir, sans avoir peur que nous ne soyons pas tous forcément du même avis, et en faisant ce pari, et ce pari, moi, qui me paraît très important, que nous puissions parler de choses avec lesquelles nous ne serons pas forcément les uns et les autres d'accord, sans que ça nous démotive et sans que ça brise de quelque manière que ce soit la dynamique que nous sommes en train de créer. Alors, par rapport à la déontologie, vous avez vu que ce titre, c'est la déontologie, le code, et puis également l'éthique, hein, que nous avons porté au titre de cette table ronde. Et moi, je rajouterais simplement ceci, que la déontologie relève effectivement souvent d'un code. Il y a quelques années, peut-être qu'on aurait parlé de... Après tout, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire ressurgir. On aurait parlé d'un code d'honneur. Pourquoi pas ne pas faire ressurgir ce vocabulaire un petit peu désuet. Et pour moi, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi ça correspond, un code de déontologie. La première idée qui me vient, c'est que c'est une garantie. C'est une garantie que l'on tente de se donner. Mais une garantie que l'on donne à qui et pourquoi, hein, c'est-à-dire à qui est-il destiné et à quoi est-il destiné. Et il y a finalement deux options principales. L'une, c'est s'assurer, tout simplement, de manière pragmatique, Recording in progress. Thank you, que les membres de la profession se conduisent, là aussi je vais utiliser un vocabulaire un peu désuet, honorablement. Ou bien, deuxième possibilité, est-ce que le code de déontologie consiste à montrer et à s'assurer de l'honorabilité de la profession? Moi aussi, je vais faire un tout petit peu de provocation. Dans le premier cas, on peut considérer finalement que ça devrait être théoriquement inutile, hein, d'avoir à s'assurer de l'honorabilité de l'un ou l'autre. Mais que, malheureusement, d'une manière pragmatique, eh bien, on se rend bien compte que c'est nécessaire à l'occasion. Dans le second cas, hein, s'il s'agit de fournir une garantie de l'honorabilité d'une profession, on peut se dire qu'il n'y aurait pas besoin de cela. Et en tout cas, on pourrait se dire, c'est en tout cas ma position, que la profession dispose de bien d'autres moyens de garantir son honorabilité que celui-là. Même si, évidemment, ce type de réponse peut très vite provoquer le soupçon que si on ne veut pas se donner la peine de montrer son honorabilité de la sorte, c'est peut-être qu'on a quelque chose à cacher. Mais justement, je crois qu'il faut s'emparer de la chose et montrer que... Donc, moi j'en arrive à cette idée que un code de déontologie, c'est à la fois peut-être inutile et parfaitement nécessaire dans un exercice. Mais à condition peut-être de prendre en compte un autre point. C'est qu'un code de déontologie, aussi bien construit soit-il, ne saurait se substituer à ce qu'on appelle l'éthique, hein, et a fortiori, il ne doit en aucun cas conduire à méconnaître cette dimension de l'éthique, au prétexte que le code permettrait de répondre à tout. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Ah non, bien sûr. On parle assez souvent de la question de la médecine, là, on le voit bien. Hein, c'est pas parce qu'il y a de la déontologie, par exemple, pour les médecins,
que ça évite les problèmes d'éthique. Et on a vu combien, par exemple, les fameux comités d'éthique se multiplient un peu partout, et d'ailleurs ne résolvaient de loin pas toutes les questions qui étaient amenées à leur poser. Alors je parle de l'éthique. Qu'est-ce que c'est? Moi je vous donnerais bien cette définition, hein, très, très simple. L'éthique, c'est finalement ce à quoi chacun a à se référer quand la tentation de trancher une situation conflictuelle que l'on rencontre, selon les règles du bon sens, de la raison, selon les règles de l'usage, quand cette tentation l'emporte. Eh bien, l'éthique, c'est cet effort du praticien pour tenir son cap, je crois, quoi qu'il lui en coûte à lui. Et dans un certain nombre de cas, justement, à contrario de ce que peut être, effectivement, le bon sens déontologique. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que ça me paraît très important de poser cette question de la déontologie, à condition d'y associer cette dimension de l'éthique, qui est précisément peut-être ce qui peut faire la différence de notre profession, toute orientation confondue. Voilà, en quelques mots, on va donner la parole à tous ceux qui sont pressentis, sachant que justement le pari, c'est de faire jouer cette polysémie, de faire jouer les contradictions de manière à les mettre vraiment en avant et que nous puissions nous expliquer. Et jusqu'à présent, on a assez peu donné la parole à la salle. L'idée peut-être aussi de pouvoir faire un peu plus. Bien. Je vais brièvement présenter les interventions des unes et des autres. Moi, il y a une autre question que je me pose beaucoup de questions et qui était un petit peu en filigrane aussi de tout ce qui s'est dit ce matin. À nouveau, en termes de, la question autour de la valeur, quelle valeur peut avoir un code de déontologie quand tout le système sociétal semble s'être ligué presque pour l'irrespect de l'être humain dans sa dimension psychique? On en a parlé ce matin. Merci, c'est gentil. On en a parlé ce matin, le libéralisme économique qui est poussé à son paroxysme le plus outrancier d'un marche ou crève, le New Public Management qui appelle à l'efficience et à la compétitivité, les impératifs de traçabilité bafouant tout droit à la confidentialité, les tarifications à l'activité se soumettant à une logique comptable impitoyable, l'informatisation des données de santé imposant de réduire nos patients et nos patientes à de simples étiquettes nosographiques, etc., etc. Alors, comment la déontologie et les psychologues peuvent-ils et elles tenir face aux enjeux contemporains et à cette dissonance cognitive à laquelle ces derniers font face? Ce sera justement un des questionnements qui sera repris par Florence Simon, qu'on écoutera tout à l'heure. Parce que oui, en effet, l'éthique et la déontologie sont mises à mal et on commencera donc par écouter deux interventions sur le sujet. Donc, Fernando Vadillo, qui est psychologue hospitalier, qui va nous parler de la situation des psychologues en institution et plus spécifiquement dans l'hôpital public, tandis que Magali Fouinard, qui est neuropsychologue libérale, s'arrêtera sur les psychologues libéraux et les dispositifs de remboursement. Et moi, la question que je me pose, enfin, ce sera la dernière, promis, si notre éthique, notre déontologie, voire notre code, était quelque part nos meilleures armes que nous avons justement pour résister et nous mettre en lutte. Et donc, pour finir, Elisabeth Robillard proposera une réflexion plus générale et une mise en perspective de ces questions pour pouvoir penser la place des psychologues dans les dispositifs actuels et par rapport aux politiques de santé. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Alors, moi, je vais effectivement parler en tant que psychologue qui travaille actuellement dans un CMP et vous donner quelques exemples de questionnements éthiques qu'on peut se formuler au niveau de ces institutions. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années à l'hôpital public. Je suis dans un CMP depuis 10 ans et également permanent d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Et donc, je vais vous donner quelques exemples de questionnements qui sont issus de cette double casquette. D'une part,
la médecine, enfin la psychologie individuelle, la psychothérapie individuelle et par ailleurs de la gestion d'événements de masse en collaboration avec les SAMU. En plus de 10 ans, j'ai pu assister à la dégradation massive des conditions de travail et d'accueil du public. Tout d'abord, la disparition progressive du personnel médical, pivot central du fonctionnement d'un service hospitalier. Ensuite, l'exode de certaines professions paramédicales, les orthophonistes, les psychomotriciens, maillons essentiels des prises en charge pluridisciplinaires dont ont besoin un grand nombre de patients. Ceux-ci ont préféré, vous le comprendrez, aller s'installer dans le privé pour diverses raisons qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Puis beaucoup plus récemment, la difficulté à pourvoir des postes de psychologue. Et alors ça, c'était une grande surprise. Quand j'ai commencé en 2003, sans publier d'annonce, les directions recevaient 30, 50, 100 candidatures. Aujourd'hui, sur le CMP où je travaille, nous avons plusieurs postes vacants et personne n'y répond. Face à cette réduction du nombre de professionnels qui a pour conséquence l'augmentation des listes d'attente, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous avec un pédopsychiatre, nous sommes invités, plus ou moins cordialement, à changer nos pratiques, à réduire la durée de nos entretiens, à espacer les séances, à proposer éventuellement des prises en charge séquentielles. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est comme il n'y a pas assez de professionnels, on propose 3 mois de psychomotricité, 3 mois d'orthophonie et 3 mois de psy. Allez savoir à quoi ça correspond. Ou encore à choisir les patients qui auront accès aux soins en excluant, par exemple, les troubles neurodéveloppementaux. Parce que vu l'origine de leurs troubles, ni eux, ni leur famille ne souffrent de souffrance psychique. Ces ébauches de non-réflexion qui deviennent des propositions réitérées ou même parfois des injonctions viennent heurter à minima la déontologie, l'éthique et le statut du psychologue exerçant dans la fonction publique hospitalière, voire même les missions de ce type d'unité. Pour rappel, le rôle des CMP, il est défini par arrêté ministériel de 86 comme des unités de coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile mises à la disposition de la population. Ils sont également un lieu d'orientation. Leur mission est d'accueillir toute personne en état de souffrance psychique. Nous sommes actuellement face à une catastrophe annoncée. Le nombre de professionnels diminue, les demandes augmentent sans cesse et encore plus dans cette période qui perturbe l'ensemble de ces systèmes sociaux. Et la prudence est de mise, car comme le dit le professeur Carly du SAMU de Paris, la mauvaise gestion d'une catastrophe peut conduire à une crise sanitaire. Dans ce contexte, allons-nous devoir nous diriger vers une psychiatrie de catastrophe sur le modèle de la médecine de catastrophe, avec les psychologues en première ligne, faute de médecins? Mais de quoi s'agit-il? Et de quelles sont les questions éthiques qui sont soulevées par la pratique d'une médecine de catastrophe? La catastrophe peut se définir de différentes façons, mais elle résulte forcément d'une disproportion entre les besoins et les moyens disponibles pour y faire face. Elle nécessite le recours au triage lorsque le nombre de patients à traiter dépasse la capacité de soins et permet de déterminer quels patients sont prioritaires et l'ordre dans lequel ils vont être traités et évacués, avec l'objectif de sauver un maximum de personnes. La médecine de catastrophe est une médecine de masse destinée au plus grand nombre et non au plus grave. Son domaine est limité à une approche organisationnelle et logistique au détriment de la nature médicale du problème. Elle s'appuie sur une expérience de plusieurs décennies et sur un questionnement éthique au préalable.
Dans son sens médical, le terme de triage apparaît dans les traités français de médecine militaire des années 1880. L'objectif est alors la conservation des effectifs. Il s'agit de soigner d'abord les soldats capables de retourner rapidement au combat, de les catégoriser selon l'urgence et la possibilité de les transporter. Par exemple, lorsque la pénicilline devient disponible, mais en quantité limitée, les forces américaines, il est décidé de l'utiliser pour soigner d'abord les patients atteints de gonorrhée plutôt que les blessés graves dont la récupération est plus lente. Bon, je vais vous passer un petit peu l'historique et aller à la conclusion avant qu'on me le demande. C'est ça. Je vais essayer de reprendre un petit peu pied. Les choix inévitables ne peuvent relever uniquement de la responsabilité des équipes, laissées seules à en assumer la charge. Cela relève d'un débat sociétal, collectif, en dedans comme en dehors du système de soins. Le triage médical, dont j'ai un peu parlé, a été comparé à une éthique du canot de sauvetage, afin de savoir qui doit rester à bord, alors que finalement, la vraie question aurait dû être de savoir combien de canots il fallait mettre par navire. La demande à laquelle sont soumis les CMP d'effectuer un triage des patients, qu'on appelle pudiquement priorisation, tend à masquer d'autres problèmes situés en amont. Ce qui est souvent présenté comme une situation de fait, l'insuffisance de moyens, peut être aussi le résultat de valeurs ou de choix effectués auparavant. Le besoin ou la nécessité de trier peut résulter d'une production sociale, économique ou politique de la rareté. Face à ces faits, qui allons-nous choisir de traiter? Les plus graves, les plus pauvres, en laissant aux psychologues libéraux le soin de ceux qui auront les moyens? Ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir? Le choix ne nous appartient pas et doit être, je pense, le fruit d'une réflexion sociétale qui ne précarise ni les patients, quels qu'ils soient, ni les soignants. Merci. Alors, cette intervention, elle s'effectue en réflexion avec mes collègues du M3P, avec Manifeste Psy. La déontologie, c'est la colonne vertébrale de notre exercice professionnel. Elle fait partie intégrante de notre identité professionnelle. C'est un aspect qui est intégré de notre connaissance sémantique en tant que praticien. Elle reste vraiment le guide de notre exercice. On aborde cet aspect-là dès l'université, quel que soit le métier de la psychologie qu'on exerce. Autant les chercheurs, les cliniciens sur le terrain, les libéraux, et puis quelle que soit l'orientation du psychologue aussi, que ce soit des TCC, psychanalystes, neuropsy. La déontologie, elle est particulièrement importante pour notre profession parce que c'est quand même quelque chose qui nous permet d'avoir une bonne qualité de prise en charge du patient, qui reste quand même le principal, en tout cas, c'est le sujet principal. Il faut remettre le patient au cœur de notre profession. Et elle guide le psychologue également, et je trouve qu'elle protège le patient. Au Manifeste Psy, la question de la déontologie et du dispositif gouvernemental s'est vite posée. On a un collègue, donc Cyril Gentel, qui a demandé un avis auprès de la CNCDP par rapport à un rapport de la Cour des comptes du 16 février 2021 au sujet du projet de conventionnement des consultations psychothérapeutiques. C'était un dispositif semblable à celui qui va sortir au printemps, là, et sans l'actualisation du code actuel, par contre. La commission a estimé que le dispositif proposé dans le rapport compromet la possibilité pour le psychologue de se conformer aux principes précités sur 2 points majeurs. Alors, je cite ces 2 points. L'accès libre et direct du patient vers le psychologue de leur choix. Je cite toujours la CNCDP. Le libre arbitre du patient pourrait alors être mis à mal du fait que la décision d'orientation vers un psychologue pour des séances remboursées reviendrait à un tiers non psychologue.
Donc, l'avis fait référence au principe 1 de l'ancien code, respect des droits de la personne, préconisant l'accès libre et direct de toute personne au psychologue de son choix. Et il y a un deuxième point sur lequel la CNCDP s'est positionnée, c'est la responsabilité pleine et entière de la méthode appliquée. La commission s'est donc interrogée sur les conséquences que représenterait pour les psychologues, les patients et leurs familles la mise en place d'un remboursement de la psychothérapie dans un cadre aussi limité et contraint, ce qui fait référence au principe 3, responsabilité et autonomie, évoquant que le psychologue répond personnellement au choix de l'application des méthodes, des techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Alors, la CNCDP conclut en disant qu'elle préconise la recherche de nouveaux dispositifs prévoyant des conditions respectueuses du code de déontologie des psychologues afin de rester en accord avec ce qui est écrit au frontispice. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable et sa reconnaissance fonde l'action des psychologues. Alors, depuis, un nouveau projet de conventionnement est en place, est bien en place et sortira prochainement officiellement. Et puis, il y a eu aussi la modification du code de déontologie. Alors, les modifications concernent, en tout cas, elles ont été mises en place, un changement qui a été consolidé le 9 septembre 2021 par le CEREDEPSI. Et concernant le dispositif Mon Psy Santé, ce dispositif est décrit en partie dans l'article 79 de la loi du 23 décembre 2021, loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Alors, je vais vous énumérer un petit peu sommairement les manquements du code qu'on peut relever avec les collègues. Premièrement, un manque de liberté de la personne à consulter directement le psychologue de son choix. Le dispositif contrevient donc au principe 1 du nouveau code. Je l'écourte un peu. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement là où le psychologue de son choix. Dans cette nouvelle version, on note l'abandon du terme librement. L'accès direct est toujours spécifié, et puis l'accès libre. Cette modification semble correspondre à ce qui est attendu au niveau de la charte Europsy, certification européenne en psychologie, et avec l'impression que nous avons que les modifications du code s'effectuent parallèlement à la réglementation à venir. Un deuxième aspect nous inquiète un peu, c'est le manquement d'égalité entre les personnes. La neutralité nous impose de ne pas faire de différence de choix entre nos patients en fonction de leur statut, de leurs ressources, de leurs antécédents médicaux. Et cela s'oppose au principe 1 du Code, droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution. Pour rappel, la Constitution de 1958 assure l'égalité devant la loi de tout citoyen sans distinction. Donc l'argumentaire du gouvernement repose sur l'accès des consultations conventionnées aux personnes officieusement ayant peu de revenus, avec des critères d'inclusion extrêmement nombreux et contraignants, comme l'âge, les antécédents médicaux, le diagnostic, et puis le lieu d'habitation aussi, puisque les psychologues conventionnés seront répartis en fonction des territoires. Donc il sera question que la répartition des psychologues conventionnés dépende du nombre d'habitants. Cela impliquerait que les psychologues conventionnés exerçant dans les zones de désertification médicale, comme c'est mon cas personnellement, seront moins nombreux et du coup leur répartition plus large sur un territoire, générant un déplacement plus important des patients, ce qui est déjà le cas avec les médecins traitants. Un troisième aspect à noter, c'est le manquement du secret professionnel, la confidentialité et le partage d'informations à caractère secret. Le dispositif oblige la personne, pour avoir accès aux consultations remboursées, de révéler un certain nombre d'éléments à son médecin traitant. Alors, ça remet en question le principe 2 du Code, respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité. Je le cite, là où le psychologue est soumis à une obligation de discrétion, là le psychologue s'astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garanties. Il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Il remet également en question l'article 7,
du code, là où le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal, articles 226.13, 226.14. Le secret professionnel couvre tout ce dont le psychologue a connaissance dans l'exercice de sa profession, ce qui lui est confié comme ce qu'il voit, entend et comprend. Alors, bien évidemment, dans nos pratiques quotidiennes, le psychologue peut être amené à partager des informations à caractère secret, évidemment. Néanmoins, ce partage a des limites et il a aussi un objectif bienveillant vis-à-vis du patient. Le but, c'est d'aider le patient. Il faut remettre le patient un petit peu au cœur de cette parfois obligation. En effet, alors il est stipulé dans l'article 8 et l'article 15 du Code. Alors l'article 8, là où le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle. Et l'article 15, lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Donc il n'y a pas d'obligation. Alors, le dispositif Mon Psy Santé nous impose de partager une information écrite à la fin des 8 séances avec le patient, y compris quand elles ne sont pas nécessaires à une quelconque finalité professionnelle. Donc, il en découle une obligation. Il y a un autre aspect qui pose problème, l'illusion du titre unique. Je vous lis le principe 4, qui concerne les compétences. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particuliires. Il définit ses propres limites compte tenu de sa formation, de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu'elle ou il sait ne pas avoir les compétences requises. Le dispositif est ouvert par sélection étatique à tout psychologue, y compris les psychologues ayant un master du travail, des organisations, des psychosociologues, etc., et qui n'ont pas forcément les compétences en psychothérapie ou d'accompagnement psychologique dans leurs études. Et la question qu'on peut se poser, mais après ça se discute, qu'entend-on par expérience professionnelle en clinique et en psychopathologie, et si cette expérience n'est pas actée par le diplôme? Et par ailleurs, le dispositif engendre un contournement du titre de psychothérapeute, garantissant pourtant un niveau de formation suffisant pour cet accompagnement à tous les psychologues, et ce, quelle que soit leur spécialité. Mais évidemment, c'est à débattre. Ensuite, se pose le problème du statut et de l'autonomie professionnelle des psychologues. Le psychologue est autonome dans l'élaboration de ses méthodes et indépendant dans les décisions d'intervention. Et le temps de séance, même non imposé par le décret, est indirectement défini par le tarif qui est imposé. Et ce temps contraint impose l'impossibilité de pratiquer un grand nombre de psychothérapies. Je pense aux psychothérapies de type systémie, le MDR, l'hypnose, mais même les TCC pour les pratiquer régulièrement, la neuropsy, la psychanalyse. En fait, je ne vois pas qui peut travailler dans des conditions comme ça. Et le dispositif assujettit les psychologues aux médecins traitants, aux ARS, mais aussi aux législateurs. Donc l'autonomie et la responsabilité professionnelle sont annihilées. Et le principe 5 du Code nous dit, là où le psychologue est responsable en toute autonomie du choix et de l'application de ses méthodes d'intervention, des méthodes ou techniques qu'elle ou il conçoit et met en œuvre, il défend la... C'est là qu'on va pas être d'accord, Elise. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l'exercice de sa profession, notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d'ordre. L'article 4 nous dit, là où le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. J'ai bien tout terminé. Voilà. Je me retrouve. Voilà, c'est bon. Et l'article 25 nous dit, là où le psychologue qui exerce en libéral détermine librement ses honoraires avec tact et mesure. Et là, c'est remis en question également. Le dispositif laisse à croire qu'on peut régler les troubles anxieux et dépressifs légers à modérés en quelques séances. Et la question qu'on peut vraiment se poser, c'est quelle image on renvoie en fait auprès du grand public
Est-ce que le psychologue devient un magicien qui, en 8 séances, va régler des problèmes voilà, pour les traiter tous les jours, 8 séances, ça me paraît quand même extrêmement restreint, même pour un petit trouble anxieux. Hein. Et souvent, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt quand même. Hein. Donc, je ne vois pas ce qu'on va faire en 8 séances. Hein. Et c'est vrai que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est se dire, un psychologue qui ne règle pas les problèmes en 8 séances, c'est un mauvais psychologue. Et ça, c'est vraiment ennuyeux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont encore des soucis après 8 séances, parce qu'il va y en avoir beaucoup quand même. Hein. L'article 30 du Code nous dit, là où le psychologue a une responsabilité dans ce qu'elle diffuse de la psychologie et l'image de la profession auprès du public et des médias. Et donc, effectivement, que va-t-on, quelle image on renvoie finalement par rapport à cette idée? Le dispositif réduit la complexité des situations psychiques et cliniques aux seuls troubles anxio-dépressifs, pour rappel étiqueté par le médecin traitant, qui peut-être n'a pas vu les troubles de la personnalité associés, mais bon. Et circonscrire les troubles anxieux et dépressifs légers à modérés dans une pseudo-entité nosographique est un leurre. La réalité psychopathologique est bien plus complexe que ça. Et voilà. Et avec cette étiqueté troubles anxieux légers à modérés, on réduit la complexité des situations psychiques et cliniques aux seuls troubles anxieux dépressifs, alors que la réalité, effectivement, est bien plus complexe. Voilà, je me répète. Et puis, oui, il y a l'idée, effectivement, que du coup, participer au dispositif, c'est venir valider de fausses affirmations et des postulats qui ne sont pas forcément corrects, quoi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Puisque je suis sur le trajet du micro, j'en profite une seconde. Je crois que ce dont il s'agit, c'est vraiment effectivement de fournir des garanties de ce qu'on fait. Alors, qu'on ait à rendre compte de ce qu'on fait, ça peut s'entendre. Et moi, je veux juste insister sur ceci, que quand on accepte de donner des garanties de son acte, on met le doigt dans un engrenage qui est quand même assez intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, se pose la question de savoir quelle est la garantie de la garantie. Puis la garantie de la garantie de la garantie, et bien évidemment, on n'en sort pas. Si ce n'est que ça a un nom, c'est ce qu'on appelle la logique obsessionnelle. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, super. Merci à Élise de m'avoir invité à cette table ronde. Alors simplement, je vous dis de quelle place je parle. Je suis secrétaire régional pour le SNP pour la région Grand Est et également membre du bureau national du SNP. Alors en arrivant aujourd'hui à Paris, comme une bonne partie d'entre vous d'ailleurs, j'ai pris le métro, laissant voguer mon esprit tout en suivant la ligne 9. De nombreuses affiches de grande envergure me passent devant les yeux. Les derniers jours d'une expo, des tarifs avantageux pour un fournisseur d'énergie, la mise en avant d'une ligne de vêtements, des box pour un rangement efficace et millimétré en plein Paris, de 1 à 25 mètres carrés disponibles. Hormis les quelques affiches à titre bien sûr culturel, une bonne partie de l'affichage du métro est dédiée à des entreprises commerciales qui ont donc quelque chose à vendre. Une affiche, tout à la fois, retient mon attention et m'effare. Une entreprise qui propose des consultations psychologiques rapides, en toute sécurité et à l'endroit où on le souhaite. La première consultation est à prix cassé. Puis, bien sûr, facturer un tarif en dessous de la réalité est bien loin, par exemple, des revendications que nous avons au SNP, à savoir une consultation minimum à 60 €. Pire encore, en fonction des périodes, vous avez des codes promo qui vous permettent d'accéder à des prises en charge à plus bas coût. Alors, je ne sais pas si le code promo, c'est dépression 2022 ou je ne sais pas ce que ça peut donner. Je n'ai pas testé. Je vais plus loin. Je me rends donc sur le site internet indiqué. La stupéfaction passée, bien sûr. Effectivement, cela existe. Je tombe alors sur plusieurs autres sites internet du même acabit. Je dirais même une myriade, proposant peu ou prou les mêmes modalités de fonctionnement. Alors, bien sûr, mon propos n'est pas ici de jeter l'opprobre sur les collègues psychologues qui travaillent sur ces plateformes. Plateforme, d'ailleurs, un mot décidément bien à la mode en ce moment. Bien sûr, la situation que nous connaissons actuellement, la pandémie, le déploiement de la visio, l'absence de postes de psychologues dans les institutions peut expliquer que certains collègues se retrouvent dans ces dispositifs. Mais je crois qu'il s'agit surtout ici de dénoncer la démarche, une démarche
celle de la marchandisation du soin psychique, de l'écoute et par extension de la profession. Et finalement, c'est ici le fameux paradoxe de l'éthique qui trouve tout son sens. Nous sommes, j'ai le sentiment en tant que psychologue, dans une situation de dissonance dans laquelle nous sommes happés et mis en difficulté régulièrement, voire quotidiennement. Soit il s'agit, en tout cas on pourrait poser les choses comme ça, soit il s'agit de survivre financièrement en participant à des dispositifs éloignés des conditions réelles de l'exercice de la profession, soit on brandit le code de déontologie, on ne trouve pas de poste et on ne peut pas vivre de son travail. Alors bien sûr, ce n'est pas si simple. Et la vraie question, c'est comment les psychologues, alors encore plus les jeunes diplômés, mais comment les psychologues parviennent-ils à conjuguer déontologie et exercice de la profession? Alors face aux nombreux enjeux contemporains que nous connaissons dans cette société moderne, hyper-connectée, marchande, je me dis premièrement que la déontologie, c'est une carte. Alors, elle est régulièrement décrite comme devant être une colonne vertébrale, une boussole. Moi, j'ai l'idée d'un plan, d'une topographie, d'une carte qui permet de se repérer et qui constitue une ligne générale de conduite. Cette carte qui sert au repérage est d'autant plus utile que notre discipline est jeune. C'est 1946 pour la première licence et 85 pour le titre. C'est aussi une discipline en transformation permanente et mal connue par le public. La déontologie nous aide donc à nous recentrer quand nous commençons à nous éloigner. Elle borne les limites et permet d'explorer le territoire ainsi borné. 2, je dirais la déontologie, c'est une protection. La profession de psychologue, vous le savez, est autonome sur le plan technique et de la responsabilité, contrairement d'ailleurs à ce que certains élus ou membres des ministères prônent ou défendent. C'est au psychologue à lui seul de décider de recourir à telle ou telle méthode, telle ou telle technique ou telle option théorique. Cette responsabilité du psychologue implique alors ce qu'on pourrait appeler un exercice prudentiel, si l'on reprend la terminologie d'Aristote, c'est-à-dire qu'il est impossible de déterminer une conduite précise à tenir à l'avance avec le patient ou avec l'usager. Il s'agit donc de devoir s'adapter, s'ajuster à la personne reçue. Mais alors, s'il y a une liberté d'exercice, il y a bien aussi un cadre nécessaire à l'exercice en question. Ce cadre, c'est la déontologie. Ce cadre n'est pas une contrainte imposée au psychologue, c'est une protection qui lui est donnée. Une protection contre nous-mêmes, une protection contre nos défaillances potentielles qui peuvent à tout moment, et ça peut arriver, apparaître. Et contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, je crois que le code de déontologie ne doit pas servir une certaine forme de répression envers des professionnels, mais bien se situer du côté de la pédagogie et du soutien des professionnels. Et d'ailleurs, je dis que le code de déontologie est une protection contre nous-mêmes, certes, mais c'est surtout, et au départ, une protection pour le public, pour les patients et pour les usagers. C'est vraiment sa fonction première. Et je dirais, troisième point, la déontologie, c'est un ciment pour la profession. Nous le savons, notre profession est extrêmement divisée, fracturée par des clivages théoriques, éparse dans ses positionnements et dans ses champs d'exercice fort nombreux et diversifiés. Le problème de la division est ancien et profond. D'ailleurs, en réalité, la tenue de ce forum aujourd'hui est bien la preuve d'une lutte contre nous-mêmes et contre notre tendance à la division et à l'éparpillement. Mais s'il faut trouver une manière de se rassembler, s'il faut chercher ce qui pourrait permettre de nous unir, de converger, c'est peut-être en se focalisant et en se regroupant autour des 2 plus petits dénominateurs communs que nous partageons toutes et tous, le titre de psychologue et le code de déontologie, car ce sont finalement ce qui fonde notre appartenance commune. D'ailleurs, le Sœurs et des Psys, construire ensemble la réglementation de la déontologie du psychologue, en ce sens, en est une preuve éclatante. Vous avez quand même, il faut le noter, une vingtaine d'organisations de psychologues, oui, des psychologues, qui acceptent de se mettre autour de la même table pour discuter ensemble de la déontologie. Preuve s'il en est de la force de rassemblement inhérente à cette dernière. Le CEREDEPSI a d'ailleurs mis en avant la nécessité d'une instance qui représente les psychologues, mais qui ne soit pas une instance ordinale ou présentée sous la forme d'un ordre. Si finalement je résume, la déontologie c'est une carte, la déontologie c'est une protection, la déontologie c'est un ciment pour la profession. Alors que doit-on faire
Faut-il ériger la déontologie comme un totem, s'y arrimer définitivement et défendre une interprétation rigoriste, implacable? Ou faut-il au contraire considérer la déontologie comme souple, nécessitant des adaptations face au réel et face aux enjeux contemporains? Alors bien sûr, je n'ai pas de réponse, mais peut-être une proposition. En relisant dernièrement Barbara Cassin, qui est une philologue et une philosophe, au sein d'un de ses ouvrages sur la traduction, qui se nomme Éloge de la traduction, compliquer l'universel, elle y évoque une distinction que j'ai trouvée intéressante, à opérer entre ce qu'elle appelle le Global English, c'est-à-dire une forme pratique de la langue, qui n'est basée que sur la communication pragmatique, et de l'autre côté, elle distingue la langue anglaise elle-même, par exemple, qui est, comme toutes les langues, lestée par une culture et une histoire qui lui donne de l'épaisseur. Finalement, ne doit-on pas recourir à cette même métaphore pour l'exercice de la profession? De la même manière que le Global English détourne la langue pour n'en privilégier que la fonction pragmatique et communicationnelle. Les dispositifs proposés par le gouvernement pour rembourser les psychologues détournent le travail des psychologues pour n'en faire qu'une fonction finalement assez peu efficiente, pensée bureaucratiquement et surtout qui permet une publicité positive pour un gouvernement sans réelle avancée pour les patients et pour les usagers. Finalement, de la même manière que l'histoire et la culture sous-tendent et lestent chaque langue, peut-être la déontologie doit-elle lester et donner de l'épaisseur à l'exercice de la profession et à toutes les interventions du psychologue. Peut-être la déontologie doit-elle colorer, infiltrer l'ensemble des actes et des positionnements du psychologue, d'autant plus quand il s'agit des dispositifs proposés actuellement par le gouvernement. Je terminerai peut-être cette intervention en évoquant, et il a déjà été évoqué à de nombreuses reprises, le premier paragraphe qui introduit les principes généraux du Code de déontologie. Car il montre bien, à mon sens, en quoi la déontologie n'a de sens que dans un processus de pensée et une pratique prudentielle, à nouveau au sens d'Aristote. Je vous redonne donc cette introduction, que maintenant je crois qu'on connaît tous parfaitement, aux principes généraux du Code. La complexité des situations psychologiques s'oppose à l'application automatique de règles. Le respect du présent code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l'application et le respect des grands principes suivants. Je vous remercie. Bonjour. Ah oui, j'enlève le masque. Je me présente, Roxane Méziane, donc je suis psychologue à l'hôpital depuis 25 ans et depuis 15 à 20 ans, je participe avec un syndicat, l'UNSA, à la défense de la profession, à des groupes de travail quand ils ont pu avoir lieu à la DGOS les années dernières. Donc, c'est de cette place-là que je vais parler aujourd'hui. J'ai pas préparé de topo. Je suis un petit peu là au pied levé. Je travaille avec Elisabeth Robillard qui aurait dû intervenir là. Et on a fait ce petit changement de dernière minute. Je vais pas faire un long topo. Simplement, quand j'ai eu vent de ce mouvement, de ce forum, de ces jeunes psychologues qui essayent de faire converger la profession. Je me suis bien sûr trouvée très intéressée par ce mouvement-là, mais j'avais envie quand même d'alerter un peu sur certaines choses que j'ai pu découvrir les années dernières. Je vais commencer par parler du fait que éthiquement, à l'heure actuelle, certains psychologues, pour des raisons éthiques et déontologiques, décident de quitter l'hôpital parce que les conditions d'organisation d'un service, une politique de soins fait qu'ils se trouvent dans l'impossibilité déontologique de continuer à travailler dans ce service. Parce que l'approche médicale du patient ne laisse plus de place à une approche singulière, à un accompagnement vers un plus d'autonomie du patient. Je ne sais pas si ça se passe dans tous les services, mais en tout cas en psychiatrie, c'est le cas, et des psychologues décident à l'heure actuelle de quitter l'hôpital. Paradoxalement, l'hôpital embauche pas mal de psychologues. Alors là où je travaille, il y en a encore eu trois le mois dernier, parce que les médecins répondent à des appels à projets qui viennent de l'ARS.
Et puis, hop, bingo, le projet est retenu, mais sans qu'il y ait aucune construction avec les psychologues ou avec les équipes. Donc, on se retrouve avec finalement des gens qui sont là et puis devant répondre à cette offre de soins, enfin, pas y répondre puisque l'hôpital a répondu à l'appel à projet. Et on se retrouve dans une espèce d'urgence de mettre en place des dispositifs qui vont être évalués, qui sont soumis à financement, qui sont parfois sur des missions très, très brèves. Du coup, ce sont des psychologues pour certains qui vont être embauchés sur 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, emploi non permanent, donc pas de temps fixe au passage. Voilà, donc pour des raisons parfois d'impossibilité éthique, déontologique, de faire bien son métier, les psychologues décident de quitter l'hôpital. Cette réflexion-là, on s'est beaucoup posé la question, mais qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans, peut-être 30, en tout cas à ma connaissance 20 ans, le SNP notamment, mais d'autres, des universitaires avaient le désir d'élever le niveau de formation des psychologues à un niveau doctorat, avaient des propositions. Alors, par exemple, au niveau de l'UNSA, on défendait les années dernières des choses concrètes en termes de responsabilité de la filière des soins psychiques pour les psychologues, parce qu'on se dit on ne peut pas revendiquer simplement une revalorisation de grille salariale s'il n'y a pas en contrepartie une place en responsabilité accrue pour les psychologues. Alors, pourquoi depuis 20 ans ou 30 ans, ça n'avance pas? On voit qu'au niveau de l'hôpital est en train de se réorganiser. Alors, on en a bien pris conscience. En 2011, il y a une grève des psychologues. La DGOS ouvre des groupes de travail. On se dit, tiens, c'est peut-être l'opportunité de faire avancer des choses pour la profession. Et finalement, au bout de 4 ans de groupe de travail, il s'est quasiment rien passé. Une circulaire qui a été revue. 3 fois rien, on va dire. Pourquoi? L'hôpital est en train de se réorganiser sans les psychologues. L'hôpital est en train de revoir un grand nombre de professions paramédicales, de professions de soins, réingénierie des métiers, augmentation des responsabilités, création de nouveaux métiers comme les IPA, infirmiers en pratique avancée. Les IPA en psychiatrie sont sur le terrain de plusieurs professions. Ça peut être du cadre, du psychologue, l'assistant social et du médical. C'est vraiment des professions nouvelles qui sont élevées à un niveau Bac+5. Réingénierie des métiers, ça veut dire que bon nombre de paramédicaux arrivent au niveau intermédiaire de formation, c'est-à-dire le Bac+5, alors qu'il y a 20 ans, les psychologues étaient, à ma connaissance, les seuls à avoir ce niveau intermédiaire de profession. Ce qu'on peut considérer comme étant une profession de niveau intermédiaire. Mais non, parce que dans la définition, dans la tête, on va dire, du ministère, les professions intermédiaires sont des professions paramédicales. Nous avions proposé en 2016, quand je dis nous, c'était des collègues praticiens dans des hôpitaux et travaillant dans des syndicats. Nous avions essayé de proposer le terme que les psychologues pourraient être des professions périmédicales. Donc, c'était non pas paramédicales, parce qu'on défend absolument le fait que les psychologues n'ont pas à être des professions paramédicales. Périmédicales, c'était pas plus heureux parce que c'était quand même toujours en référence avec la médecine, mais ça faisait un petit pas de côté. L'idée que nous avions à l'époque, c'était que si on n'entre pas dans le code de la santé publique, on va sortir de l'hôpital. Je pense que 5 ans après, malheureusement, alors on ne sort pas complètement là de l'hôpital, parce que je disais, on embauche des psychologues, mais l'hôpital se réorganise sans nous. Création des IPA. Récemment, dans l'hôpital où je travaille, je viens d'apprendre qu'il y a un groupe, comment ils ont appelé ça, une cellule qui intervient pour des psychotraumas. Et on apprend que, donc, ce sont des infirmiers qui sont formés entre quelques heures et quelques jours. Je ne sais pas exactement, mais vraiment, c'est ridicule, quoi, en termes de formation. Et ils interviennent auprès des patients en 6 séances, très, très protocolarisées. Les patients ont des devoirs à faire entre chaque séance.
Résultat, il y a vraiment des patients qui explosent en vol. Hein. On leur remet le nez de façon brutale, presque sans leur demander s'ils sont d'accord avec ce qui va leur être proposé. Je trouve que c'est des dispositifs hyper dangereux. Certains patients disent « Ah ben oui, je suis suivi par le psychologue du psychotrauma ». Mais il n'y a pas de psychologue, ce sont des infirmiers. Donc voilà, l'hôpital crée des dispositifs rapides, en 6 séances, clés en main, qui peuvent être exécutés par n'importe qui. Il n'y a plus besoin d'un psychologue pour faire ça. Hein. 2-3 heures de formation, 2-3 jours de formation, et puis voilà, c'est plié. Récemment, dans le pôle où je travaille, on cherchait à embaucher un psychologue, on voulait un clinicien, et la chef de pôle, qui est maintenant, à qui on délègue le recrutement de ces équipes et des psychologues, dit, on n'a pas besoin de clinicien, on n'a plus le temps pour la parole, hein, un truc. Elle voulait absolument des gens qui sont formés alors à des TCC, à l'EMDR, à l'hypnose. Elle voulait un peu, c'est-à-dire quid du titre. Qu'est-ce que c'est la formation de psychologue quand finalement on veut juste quelques petites casquettes en plus qui peuvent se faire en pas longtemps, dans des formations assez courtes. Donc la question à se poser, est-ce que à nous poser ensemble, parce que là, on a l'impression qu'on pense tous la même chose, mais c'est pas vrai du tout. On est réunis là avec sans doute les mêmes idées. On est contre la paramédicalisation, on est à peu près d'accord sur l'idée qu'on ne veut pas d'ordre, mais quid de nos collègues qui sont pour l'ordre, pour la paramédicalisation? Quid de nos collègues qui ont fait, dans cette nouvelle loi là, de juin 2021, simplification du système de santé, ce sont des psychologues qui ont fait en sorte qu'il y ait l'idée du coordinateur des psychologues. Donc, on n'est pas du tout dans des positions convergentes. Absolument pas, c'est une illusion. Une vraie question, est-ce qu'on est des professionnels de soins? Est-ce que les psychologues peuvent dire « je suis un professionnel de soins » ? Clairement, pour moi, oui. Professionnel des soins psychiques. À l'époque, il y a 4-5 ans, je me réfère à là puisque les groupes de travail ensuite se sont arrêtés. L'idée que l'on trouvait pertinente, c'était d'entrer dans le Code de la santé, de créer un nouveau chapitre qui s'intitulerait « Profession des soins psychiques », dans lesquels il y aurait les psychologues, mais pas que, et dans lesquels on aurait cette tâche de définir quel est notre exercice. Qui sommes-nous? Un psychologue, ça n'existe plus. On est en 20 ans, il y a une explosion de formations différentes qu'il me semble hyper nécessaire de définir, de clarifier, parce que je pense qu'on est complètement illisible à l'heure actuelle. On est illisible pour les politiques de santé. C'est très facile. Actuellement, ils sont en train de travailler avec certaines autres organisations qui défendent le remboursement des 8 séances. La FFPP, pour ne pas la nommer. C'est très facile pour le ministère de dire « mais oui, les psychologues sont d'accord puisque certains le sont ». Donc, profession des soins psychiques, entrer dans le Code de la santé, il est faux de penser que si nous entrons dans le Code de la santé, ça veut dire que nous sommes paramédicalisés. Puisqu'il existe à l'heure actuelle quelques professions, elles sont de 3. Alors, il y a les aumôniers hospitaliers, il y a des physiciens qui sont responsables de la maintenance des machines IRM et scanners. Il y a une autre profession que je retiens jamais, qui sont dans le Code de la santé, mais qui ne sont pas des paramédicaux pour autant. Donc, il y a vraiment des questions à réfléchir, à se poser et surtout ne pas les éviter. Voilà. On est en train on est dans un moment où la psychologie est en train d'être médicalisée. Il faut qu'on réfléchisse à des propositions. L'entre-soi n'est pas suffisant. Et les propositions, évidemment, du côté des politiques. Il faut travailler avec les politiques, c'est-à-dire être hyper au courant des textes de loi et rédiger en disant là, on n'est pas d'accord, mais il faut faire des propositions écrites. Voilà. Merci Roxane, Médiane. Voilà. Désolée d'avoir écorché. Non, je ne peux pas savoir, effectivement. Alors, on avait souhaité avec Alain pouvoir donner un petit peu la parole à la salle en présentiel et en virtuel, entre guillemets, mais qui sont bien présents, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent dans la journée, donc ça me semblait un petit peu important de pouvoir le faire. Je ne sais pas si tu veux... Ouais. Est-ce qu'il y a On va donner la parole, donc on va faire circuler le micro. En attendant les demandes de parole,
Moi, je dirais bien une horreur, très vite. Il me semble que finalement, on arrive à cette idée. On a parlé des TCCistes, des lacaniens. Ben voilà, là, je joue pendant 30 secondes le lacanien. On a un concept qui ne me paraît pas inintéressant, qui est celui du discours du maître. Le maître, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça marche. Il veut que ça fonctionne. N'importe comment, on s'en fout pourvu que ça fonctionne. D'une certaine façon, je crois que notre grande question est vraiment la rupture qu'il peut y avoir dans la profession. C'est que certains disent on ne veut pas que ça marche à tout prix. Il y a des prix qui sont trop importants à payer et on ne veut pas collaborer à ça. Puis d'autres qui disent ben non, on n'a pas le choix, il faut que ça marche, et ben on le fera, quel que soit le prix à payer. Et je crois que c'est finalement de ça dont il s'agit. C'est là-dessus qu'on peut se heurter et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Va-t-on collaborer coûte que coûte avec le discours du maître? Et c'est en ça qu'on disait ce matin à quel point cette réunion était effectivement politique. On fait passer le micro? Oui, je crois qu'effectivement, c'est une question politique. Point. Parce que quand on ne donne pas les moyens pour soigner, on n'est plus dans la déontologie. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience que j'ai dans mon institution au CAMS, c'est que les réunions de synthèse, on les passe à trier les enfants. Et qu'on fait même appel à des cabinets d'éthique privés pour aider les équipes à choisir les critères de sélection et de priorité. Où on en est là? C'est évidemment la politique, ce sont les gouvernants qui donnent ces conditions-là de travail et qui imposent ces conditions-là de travail aux psychologues. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas mon métier de trier, donc je refuse. Je dis non, je désobéis, je dis non, je refuse, ce n'est pas mon métier de trier les enfants. Mais on nous met dans ces conditions-là. Donc, c'est évidemment un problème politique. Voilà. Deuxièmement, quand on vous dit parler de que nous ne sommes pas visibles, là aussi, c'est une question politique. Qu'on soit péri, para ou dedans, j'en sais rien, on veut nous invisibiliser. Les psychologues, nous sommes le verrou justement d'un espace de liberté de la parole. Et on sait bien que les politiques actuellement, quand je dis les politiques, c'est les gouvernements, le gouvernement actuel notamment, évidemment ceux qui l'ont précédé aussi, mais le gouvernement actuel ne veut pas de parole libre. On est dans une parole contrôlée, dans des pratiques contrôlées, parce qu'on ne veut pas un individu qui pense, on ne veut pas un individu libre, émancipé, et on veut un homo economicus qui se soumet aux lois du marché. Donc, quelle que soit notre appartenance dedans, dehors, je ne sais où, on ne veut pas de psychologue parce que ce qui fait, pour moi, la beauté de ce métier, l'intérêt de ce métier, le désir de faire ce métier, c'est bien justement de préserver cet espace de liberté de la parole du sujet, sans jugement, cet accueil inconditionnel de la souffrance de l'autre. Et ça, évidemment, c'est insupportable pour le pouvoir actuel. On pourrait développer. C'est très clairement dit dans je suis en train de regarder les rapports, c'est très clairement dit dans les rapports. Ils ont constaté qu'il y a un coût de la santé mentale qui a des conséquences indirectes sur la productivité et l'efficacité dans le système économique. Et donc, comment on peut mettre en place des dispositifs rapides pour améliorer la productivité, les coûts, charges, enfin, c'est dit clairement, et tout ça, c'est chiffré. Et on voit, et quand on lit tous ces rapports, il y a une idéologie qui est quand même assez effrayante, c'est qu'on ne parle pas des êtres humains, de la souffrance, on ne parle pas du tout du fait que, tu dis, le fait que les psychologues, parce que je trouve que c'est une des choses qui est les plus importantes pour moi, c'est qu'elle disparaît de ce qu'on pourrait, moi j'appelle ça plutôt de l'anthropologie clinique, et des sciences humaines cliniques, des questions qu'on se posait avant, où on disait, parce que là, il apparaît comme une idéologie très scientiste. Est-ce qu'on est dans des preuves scientifiques de ce qu'on applique? Et on est déjà dans un débat où on se pose plus la question de savoir si la psychologie, c'est rien à voir avec la science. Dans les sciences, dans les textes, ils disent clairement,
j'ai été un peu troublé. Ils disent, oui, mais en France, quand on fait des études en licence, il y a encore de la philosophie. Alors qu'au Québec, il y a des maths et des statistiques. Pour traiter l'être humain, c'est compliqué. Et à une certaine époque, on débattait sur est-ce que la psychanalyse, c'était sur la psychanalyse, donc peut-être pour la psychologie clinique, est-ce que c'est une science? Est-ce qu'elle peut être prouvée à la façon de Karl Popper? Ou est-ce qu'elle a sa propre logique et sa propre épistémologie? Quand on lit les textes, ils cherchent à le démontrer selon les lois de la science dure. Donc évidemment, le dialogue est faussé. On ne peut pas argumenter sur la qualité avec les lois de la quantité, comme on en a parlé avant. Donc on est un peu dans ce problème-là. Et quand on est dans les sciences humaines, la question, c'est la question de la psychopathologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la psychopathologie? C'est pas la DSM, c'est comment un être humain se débrouille pour pouvoir exister dans une société et d'accéder à une culture et s'humaniser. Donc, à partir du moment où il vient rencontrer un psy, il vient parler, et on est là, sur les questions culturelles, de la société, de sa propre vie, on vient et on prend du temps. On n'est pas là pour soigner une maladie, pour pouvoir rentabiliser, pour qu'il retourne au travail et donner de la productivité. Donc, on a un point, en fait, de critique civilisationnelle et un point politique à ce niveau-là, quand on est psy. En tout cas, moi, dans ma vision de la psychanalyse, et je pense que c'est partagé par la psycho. Voilà, j'ajoute ça, mais qui veut parler? Là, il y avait une là-bas. Oui, merci. Juste pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, en effet, dans le rapport de l'IGAS, ils reviennent sur le coût des arrêts de travail et de la prise en charge psychologique des arrêts de travail pour burn-out, mais à aucun moment ils n'interrogent le fonctionnement du travail. Et ça, ils veulent surtout pas qu'on puisse l'interroger. Donc, il y a, en fait, la psychanalyse, en effet, elle a toujours pu réfléchir là-dessus. Il faut voir comment, bon, je reviendrai pas trop là-dessus, mais la psychologie plus certains types de psychologie ont pu être utilisés par des pouvoirs très totalitaires qui ne questionnent pas du tout l'usage qu'il fait. Donc, c'est sûr que la psychologie qui défend une indépendance, elle est pas vraiment à la mode en ce moment. Moi, en fait, ce qui m'interrogeait, ce que j'aurais voulu poser un peu plus aux organisateurs, que je remercie en tout cas pour cette journée. Mais ce que j'ai pas entendu beaucoup aujourd'hui, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ceux qui ne sont pas là, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les rallier, ou comment on peut interroger le fait qu'on est un peu coupé d'eux, ou qu'il n'y a pas cette conscience politique là chez les psychologues, en fait, chez la majorité des psychologues. C'est pas juste le fait de défendre d'être corporatiste, c'est ne serait-ce que de se mobiliser dans des collectifs, en fait. Donc, si vous avez quelques réponses, je pense que ça sera un thème qui sera intéressant. Merci. Je vais juste dire 2-3 mots. Je pense que ces réflexions-là ne sont pas l'exclusivité de la psychanalyse. La preuve, s'il y a besoin, on y est de la présence de Magali ici, qui est neuropsychologue qui pratique les TCC, et moi-même qui suis d'orientation intégrative. D'une part, effectivement, je vous rejoins. Je pense que les psychologues peuvent complètement être instrumentalisés, et ça, c'est un risque vraiment à prendre en compte. Et alors, c'est vrai que sur le quoi faire, je pense que ça va être la suite, en fait. C'est une bonne transition. Voilà, alors c'est vrai que bon, moi, je reviens juste un petit peu sur quoi faire pour atteindre ceux qui ne sont pas là. C'est vrai qu'au niveau du manifeste psy, comme je sais plus si c'est Frédéric ou Camille qui l'ont dit ce matin, c'était Camille. C'est vrai qu'on avait lancé plusieurs campagnes, notamment une campagne de SMS pour communiquer avec tous les psychologues libéraux, parce que voilà, c'était l'objectif du manifeste psy. Alors, ça a été plutôt bien perçu, d'ailleurs, d'une manière générale. C'est vrai que moi, je suis psychologue hospitalière, et voilà, on est dans le centre hospitalier, on est 30 psychologues, ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'aux réunions de collège, on est 5, 6,
3. Bon, voilà. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on a aussi la charge de travail qui est importante, etc., etc. Hein. Enfin, bon, il y a plein de choses qui s'expliquent, mais oui, j'espère que justement les tables rondes suivantes pourront répondre à ces questions. Et très rapidement, je voudrais juste rebondir sur votre question, qui me paraît centrale. C'est-à-dire qu'il y avait, en principe, 2795 inscriptions. Or, manifestement, nous voyons que nous sommes beaucoup moins nombreux cet après-midi. Je ne sais pas au niveau Zoom, au niveau YouTube, Christian le dira. 150 Zoom, 300 YouTube. Alors, 150 Zoom, 300 YouTube. Donc, manifestement, il y a, je dirais, une chute, je dirais, de la participation. Donc, je pense que nous avons quand même à nous interroger là-dessus pour la suite de nos actions. Le deuxième point que je voudrais évoquer, les trois, je vais aller très vite, le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous avons repris beaucoup d'analyses critiques de la situation. Et c'est le troisième point, c'est-à-dire qu'en 2003, moi j'ai été chargé d'un rapport de mission par le ministère Mattei, qui voulait déjà répondre à la question, à savoir, on était en 2003, puisqu'en 2012, 40% des pédopsychiatres et des psychiatres partiront à la retraite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la réponse, il y avait un groupe de travail où j'ai participé, j'ai été chargé du rapport, la réponse était, est-ce qu'on prend des médecins généralistes? On ne les trouve plus maintenant, vous pensez bien combien il est d'ailleurs grotesque d'envisager même que des médecins généralistes puissent recevoir des patients pour vous les adresser, puisque de toute façon, ils sont à 50, moi j'ai des patients médecins généralistes, ils sont à 50, 80 consultations par jour, ils ne vont pas recevoir des patients anxio-dépressifs pour les adresser aux psychologues, ça ne tient pas la route. Bon, mais déjà, l'idée était en jeu. Il y avait aussi l'idée de la commission valencienne, c'est-à-dire de transfert des compétences vers des infirmiers de pratique avancée. Et sinon, il y avait la question des psychologues. Et la question des psychologues à ce moment-là était de savoir quel psychologue. Et l'idée de Jean-François Mattei, qui était marseillais, comme moi, c'était de créer une école marseillaise. Une école marseillaise où les profs de psychiatrie de l'époque, n'est-ce pas, auxquels je n'aurais même pas confié mon cobaye et mes chats, n'est-ce pas, disaient, mais c'est très simple, les psychologues vont être formés en 6 mois, 1 an, et on va, comme au Canada, les amener à prescrire même certains médicaments et à faire des thérapies brèves. Ce qui est en train de se mettre aujourd'hui. Alors nous, on avait, avec d'autres, fait un projet alternatif qui était l'idée d'un doctorat de praticien du soin psychique. Avec toute la question qui a été posée par Roxane, la question du code de santé, Joseph Berland, qui était doyen, me disant comment pouvez-vous refuser d'entrer dans le code de la santé, puisque c'est la seule façon pour vous d'être reconnu et d'être remboursé. Donc vous voyez, 2003, c'est 20 ans plus tard, nous sommes au même point. Donc, ma dernière remarque, c'est effectivement, et je répondrai à votre question et je vous en remercie, c'est en gros, aujourd'hui, quelles actions? Si on veut, et peut-être que ça va venir avec la dernière table ronde et les conclusions, mais si on veut poursuivre une mobilisation qui a intéressé à un moment donné 2795 personnes, c'est-à-dire autant que ce que le ministère souhaiterait pouvoir mettre en place son dispositif de destruction de nos métiers, quelles actions? Et là, je crois qu'il faut y venir. Quelles actions nous pouvons faire? Parce que l'analyse, je me suis permis d'évoquer 2003, vous voyez, 20 ans après, c'est les mêmes trucs. Sauf qu'effectivement, nous sommes peut-être, d'un certain point de vue plus fort, d'un certain point de vue beaucoup plus faible. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. La transition est faite.